Ok, bonjour à tous. Vous m'entendez? Ouais, tout va bien? Ok. Bon, ben, j'ai l'honneur de commencer cette journée. Je me fais d'abord une joie de vous faire cette présentation ici, dans le cadre de ce bilan des 10 ans du consortium 3D, puisque ce que je vais pouvoir vous présenter pendant cette petite présentation d'une vingtaine, trentaine de minutes, en fait, est en grande partie tiré de vos travaux et des recommandations du consortium 3D. Hein, nous, on n'en est pas membre, mais j'ai suivi activement toutes vos publications, parutions, réunions. Et la présentation que je fais aujourd'hui tire son origine dans les livres blancs du consortium 3D. Et je tenais à vous en remercier avec un petit clin d'œil particulier à Anthony, hein, ici présent, avec qui on a déjà eu l'occasion d'échanger au sujet que je vais vous présenter ce matin. Alors, ma présentation, vous le voyez, alors je vais commencer par une toute petite correction, hein, contrairement à ce qui est indiqué dans le programme. Effectivement, je ne suis pas rattaché à l'IGN et à l'ENSG. Hein. C'est bien le logiciel Micmac qui est développé par l'IGN et l'ENSG. Et moi, je suis bien ingénieur de recherche à l'Université de Franche-Comté, au laboratoire Chrono-Environnement. Voilà, je ne voudrais pas voler l'origine de Micmac à l'IGN et je laisse la propriété à Marc Pierrot de Céligny. L'objectif de ma présentation aujourd'hui, c'est de faire un petit point sur les usages de la photogrammétrie en archéologie. Et l'archéologie et la 3D, vous le voyez à l'écran, hein, c'est une longue histoire. Alors, l'archéologie, je dirais, et les méthodes, les méthodologies nouvelles, les développements méthodologiques, la 3D en fait partie, l'imagerie aérienne et autres. Et dans les présentations qu'on a eu la possibilité de voir hier, hein, le constat était, je dirais, sans appel. Vous l'avez tous constaté, hein, plus de 90% des données produites ou stockées dans le cadre du Conservatoire national des données 3D proviennent de l'archéologie au sens large. Hein, depuis les objets, les artefacts découverts en fouille, jusqu'aux monuments du patrimoine en élévation ou les sites fouillés. Bien sûr, tout ça n'est pas un phénomène récent et vous pouvez le voir, hein, à travers les quelques exemples choisis, tirés au hasard parmi plusieurs centaines, découle d'une longue tradition. Depuis la numérisation de la salle des taureaux de la grotte de Lascaux par les équipes de l'IGN dans les années 60, jusqu'au premier lidar archéologique réalisé sur le site de Bibracte, voire d'autres expérimentations. Alors, quid de la photogrammétrie? Pourquoi est-ce qu'on fait de la photogrammétrie en archéologie et pourquoi est-ce que l'archéologie est tant consommatrice de photogrammétrie? D'abord parce qu'il y a un principe de base à l'archéologie, et le fait que c'est la seule science, hein, qui détruit à mesure de son étude l'objet qu'elle étudie. Ça impose aux archéologues d'enregistrer de façon extrêmement rigoureuse la totalité de leur sujet d'étude si elle veut pouvoir revenir sur ces données, attester de leur véracité et, si possible, tendre vers une reproductibilité des résultats qu'elle avance. Toutefois, les relevés réalisés par les archéologues sont toujours le fruit d'une interprétation liée, je dirais, de l'expérience de l'archéologue responsable des opérations sur le terrain. Et il ne faut pas oublier que le relevé n'est jamais tout à fait exact. Donc l'usage de la photogrammétrie dans la discipline archéologique est en règle générale vise à permettre de justifier l'exactitude de nos approches, de nos relevés et des données que l'on enregistre. Quel objectif on a pu se donner dans le cadre de plusieurs opérations, hein, que ce soit dans les travaux universitaires que je peux coordonner ou nos collègues dans le préventif? Le développement de la photogrammétrie avait pour premier objectif de remplacer nos traditionnels relevés faits à la main. Alors, on entendait un décamètre, hein, un fil à plomb, et on faisait des relevés à la perpendiculaire de ce fil à plomb, etc. Il y avait bien sûr comme objectif caché, secret, tenter d'augmenter la productivité. En effet, une grosse partie de l'archéologie est aujourd'hui menée dans le cadre de recherche archéologique préventive, dans lequel vous savez qu'on est tenu à des calendriers extrêmement contraints par les aménageurs. Donc augmenter la productivité, c'était essentiel. Et puis il y a plusieurs objectifs cachés, hein, comme celui de fournir un retour aussi exhaustif que possible sur les données après la fin des chantiers. Bon, tout ça, bien sûr, est également très risqué, hein, dans le type d'approche, puisqu'il ne s'agit jamais de remplacer le relevé archéologique qui doit être constamment mené sur le terrain par un relevé qui pourrait être fait a posteriori sans que les vestiges soient encore présents devant les archéologues. Donc effectivement, la photogrammétrie va permettre de passer de la réalité du terrain, comme on peut le voir sur les exemples que vous avez ici devant vous, par un relevé photogrammétrique réalisé au drone, à un relevé qui serait l'image réelle, interprétée de la réalité produite par photogrammétrie.
Mais la photogrammétrie amène également d'autres avantages aux archéologues. Tout d'abord, dans sa précision. Une très haute précision, notamment dans les approches multiproxy. Et vous voyez sur l'image de gauche un radargramme, hein, une coupe-temps profondeur, proposé sur un édifice antique, hein, très certainement un édifice thermal. Et vous pouvez voir la coïncidence importante, hein, et la précision du positionnement obtenu entre les radargrammes géoréférencés au GPS et les données produites par photogrammétrie. Mais c'est également une méthode qui permettait pour la première fois aux archéologues de documenter en profondeur l'évolution d'une fouille dans le temps et son avancement à mesure des enregistrements qui peuvent être conduits de façon systématique sur les chantiers. Mais toutefois, malgré, je dirais, tous les avantages amenés par la photogrammétrie, quand on fait un rapide état des lieux de l'usage que les archéologues en font sur le terrain, plusieurs constats peuvent être faits. Alors, le premier constat, c'est une très grande diversité dans les pratiques de la photogrammétrie. Ensuite, le fait que les protocoles utilisés, que ce soit pour l'acquisition ou pour les traitements, ne sont jamais, quasiment jamais décrits, ni dans les publications, ni dans les rapports rendus, et encore moins dans les travaux universitaires. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, tous les points de contrôle au sol, hein, vulgairement raccourcis sous le terme de Ground Control Points, ne sont jamais identifiés dans les inventaires administratifs obligatoirement remis par les archéologues au ministère de la Culture. Les inventaires photos, obligatoires pour toutes les photos de terrain, comportent rarement les photographies mobilisées pour la photogrammétrie. Ensuite, on ne voit rarement, voire quasiment jamais, un véritable cahier des charges fourni par les demandeurs d'opérations archéologiques. Hein. Vous savez tous dans la salle que c'est le ministère de la Culture, sous l'impulsion de la DRAC et des services régionaux de l'archéologie, qui autorise toute pratique de l'archéologie en France. Et pour autant, dans tous les arrêtés de prescription fournis, jamais un cahier des charges n'est proposé, n'est fourni pour la réalisation des photogrammétries. Et pour autant, de nombreuses interventions archéologiques aujourd'hui, et particulièrement dans le cadre préventif, subissent des injonctions à la réalisation de photogrammétrie, comme vous pouvez le voir dans la citation en gras. Si de tels vestiges en place étaient mis au jour, une couverture photogrammétrique complète devra être réalisée avant la fouille. Point. Pas d'attendu, pas de résolution, pas de précision, pas de problématique, pas de questionnement. Et ça, c'est un des gros travers dans l'usage de la photogrammétrie. Ensuite, une grande majorité des archéologues utilisent, faute de formation, des logiciels souvent boîte noire, presse-bouton, hein, où il suffit de jeter des photos pour obtenir une jolie image en 2D, voire en 3D. On tombe aussi souvent dans des situations dans lesquelles on va donner une production orthophotographique sans même d'interprétation, comme si cette image produite suffisait à elle-même en guise de résultat. Alors, je vais vous donner très rapidement quelques exemples. Dans le premier cas, vous pouvez voir ici citation, hein, sur un chantier, tous les exemples que je vais vous citer ici sont liés à mon expérience d'expert pour la Commission territoriale de recherche archéologique Sud-Ouest, dans lequel on voit régulièrement des exemples comme ceux que je vais vous montrer dans les rapports d'opérations archéologiques rendus. Donc, un enregistrement photogrammétrique sélectif des constructions a par ailleurs été effectué et a servi de support à un certain nombre de relevés présentés dans le rapport. Point. On ne sait pas quel relevé, on ne sait pas quelle photographie. Le traitement des clichés a été réalisé à l'aide du logiciel Agisoft Photoscan. Merci. OK. On ne sait pas combien de photos, on ne sait pas quels paramètres ont été retenus, et on ne sait même pas quel relevé a été produit avec. Aucun résultat ni aucun inventaire ne figure dans le rapport remis. Donc on sait qu'une photogrammétrie a été faite, jamais comment est-ce qu'elle a été produite. Dans les exemples ici, vous voyez que dans le rapport, on parle d'orthophotographie. Mais qu'en est-il réellement? Est-ce simplement des photos dressées comme on pourrait le faire dans Photoshop? Des assemblages de photographies? S'agit-il réellement d'une photogrammétrie? Combien d'images ont été exploitées? À quelle résolution? Dans quel objectif? Et avec quel algorithme? Quel logiciel? Dans les exemples ici, je cite, un relevé photogrammétrique du sondage ainsi qu'une photographie aérienne au drone ont également été entreprises lors de cette opération. Les photographies sont au format JPEG. L'image en bas qui sert de relevé, de description des unités stratigraphiques sur le chantier. On ne sait pas s'il est produit à l'aide de photogrammétrie ou à l'aide de la photographie, peut-être même pas redressée, réalisée au drone. Dans les cas d'à côté, vous voyez qu'on a photo aérienne de l'opération après décapage. OK.
le bâtiment 3 après assemblage de clichés redressés. Redressés comment? Et assemblés comment? Aucune idée. Alors, les rapports que je vous montre là, les données que je cite ici, ne sont pas des données qui datent d'il y a 20 ans. Hein. C'est des rapports qui sont tous compris entre 2017 et 2021 à peu près. Hein. Donc, on est vraiment au cœur, je dirais, des activités du consortium, des moments où on communique énormément sur la photogrammétrie, sur ses usages, sur la précision et la rigueur attendue en archéologie. Dans l'exemple ici, 2579 photographies ont été prises, dont une partie inconnue, pour la réalisation d'orthophotographie sous photoplan, et de photogrammétrie en haute définition. On ne sait pas combien, lesquelles faites sur photoplan, lesquelles en haute définition, lesquelles par photogrammétrie. Et vous voyez dans les exemples, un plan orthophotographique et puis une visualisation PDF 3D dont on peine à comprendre l'usage dans un rapport scientifique. Dans le meilleur des cas, c'est quand même assez exceptionnel dans mon expérience, on va trouver ce genre d'exemple-là. Une couverture photogrammétrique par drone, ponctuelle et ponctuellement réalisée à la perche ou à pied, pour certains éléments, a permis de mettre en œuvre pour réaliser le plan de la fouille à partir d'orthophotographie. Cette fois, le rapport va livrer la totalité, vous les connaissez, des rapports de MetaShape qui permettent de vérifier le process d'acquisition, les propriétés de calibration des caméras, les points de contrôle, etc., pour obtenir enfin des plans, cette fois parfaitement géoréférencés, cotés, orientés, selon une méthodologie reproductible et sur lequel on voit parfaitement d'où découle le plan archéologique rendu. C'est donc sur la base de ce constat et de tous ces exemples qu'avec mes collègues Quentin Verriez et Anna Tomasinelli, on s'est dit qu'il y avait réellement la nécessité de rationaliser la méthode photogrammétrique utilisée en archéologie et est né le projet de constituer un guide de photogrammétrie à destination des archéologues. Parce que bien entendu, tout le monde ne fait pas le même usage de la photogrammétrie. Donc ce guide, pour nous, il était destiné à la communauté archéologique, bien sûr aux professionnels, mais particulièrement aussi aux étudiants, puisque, vous l'avez compris, je suis universitaire. Il fallait que ce guide soit adapté au terrain, orienté vers les besoins de l'archéologie de terrain, depuis la production, depuis l'acquisition des photos jusqu'au traitement, et orienté sur la production de plans 2D, donc d'orthomosaïque, et pas du tout, vous l'avez maintenant compris, sur la production de modèles 3D sous la forme de nuages de boue. Ce guide, je vous l'ai dit en introduction, devait absolument respecter les recommandations les plus récentes, et vous savez d'où viennent ces idées, est issu de plusieurs années d'expérimentation. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi de le faire avec Micmac? Je pense que dans la salle, je ne vais pas faire une longue présentation de Micmac, ce n'est pas l'intérêt, vous êtes sans doute parmi les plus grands spécialistes du logiciel, mais pour les archéologues, c'était surtout la possibilité d'avoir accès et une maîtrise complète de leurs données, des résultats de leurs données, et surtout, enfin, une reproductibilité des résultats. Ensuite, il fallait que pour les étudiants, on arrête de former des étudiants avec des logiciels propriétaires, dont les coûts de licence sont onéreux, et sur lesquels, une fois les étudiants formés par des laboratoires qui disposent de licences, les étudiants se retrouvent obligés de pirater des logiciels et de faire ça en douce sur leur projet de recherche le soir. Et la photogrammétrie, pour nous, quel usage devait avoir la photogrammétrie pour quel résultat? Et là, vous voyez qu'on tombe sur une triple approche entre les besoins d'une résolution fine, quel besoin de résolution sur le chantier, pour quelle surface concernée, est-ce qu'on va relever un chantier complet, est-ce qu'on va relever une mosaïque, est-ce qu'on va relever une sépulture ou un dépôt d'objets, et pour quelle capacité de calcul mise en œuvre. Et on voit qu'en fonction de ces besoins, on va devoir faire varier nos protocoles d'acquisition. Il est hors de question de faire un relevé d'un chantier préventif de plusieurs hectares avec une résolution millimétrique au risque de devoir produire 700 photos et d'avoir des temps de calcul et de stockage qui soient multipliés par 10, 20 ou 30. Donc on s'est mis dans un protocole expérimental qui a été initié avant 2017, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a commencé d'initier sur le site de Bibract à partir de 2015, avec une forte intensité en 2017 et entre 2017 et 2020 dans le cadre du contrat doctoral et de la thèse de Quentin Verriez.
expérimenté sur le chantier de la Domus PC2, un PC pour le parc aux chevaux. Vous voyez que plus de 200 acquisitions ont été réalisées de façon systématique sur la fouille, ont conduit à la production de plusieurs orthomosaïques, avec des résultats plus ou moins concluants, toutes cette fois, dans un premier temps, traitées avec MetaShape. Et c'est sur la base de cette première expérimentation où on s'est aperçu que nos résultats n'étaient d'abord pas reproductibles. Et qu'ensuite, on avait des difficultés pour former nos étudiants sur des logiciels qu'ils ne pouvaient pas exploiter. Donc, on a poursuivi nos expérimentations, cette fois avec l'usage de Micmac, et sur d'autres sites archéologiques, et en rationalisant nos protocoles de relevé. Ça s'est traduit par beaucoup moins d'acquisitions, pour des productions d'orthomosaïques systématiquement traitées et exploitées dans les rapports, avec un nombre de photos beaucoup plus réduit, beaucoup plus raisonnable et, je dirais, sur une écologie numérique, et pour des résultats beaucoup plus satisfaisants, puisque la totalité de nos productions servait intégralement à justifier de nos interprétations archéologiques et de nos progrès scientifiques. Dans les derniers cas, on a pu documenter parfaitement, depuis le démarrage de la fouille avec l'identification des structures et de leur apparition, par exemple ici sur le site de Verardin sur le Doubs, jusqu'à la fin de fouille, le relevé intégral des structures, et encore plus récemment, avec le relevé intégral de toutes les coupes, qui nous a permis de confronter à la fois les protocoles de relevé sur plans horizontaux et sur plans verticaux, en coupe stratigraphique. Donc c'est sur la base de la totalité de cette expérience que le guide dont je parle dans cet exposé a été construit. Dans ce guide, bien sûr, on aborde les orthophotographies produites en plan, mais également en élévation, puisqu'en archéologie, on l'a dit hier, l'archéologie du bâti tient aujourd'hui une grande part des activités. Donc les essais ont été réalisés dans le cadre des travaux de master recherche d'Anna Tomasinelli, suite à son diplôme d'architecte. Et on s'est bien sûr d'abord confronté à des difficultés en réutilisant des données acquises par d'autres collègues. Acquises par d'autres collègues sur des process d'acquisition destinés à MetaShape et pas du tout adaptés à des acquisitions réalisées sous Micmac. Dans ce cas, vous pouvez le voir sur les petites images, je ne sais pas si ma souris est visible, elle va être visible ici, sur les petites images ici, on arrive à des défauts assez impressionnants d'orientation et de positionnement des caméras dans l'espace. Il y a des décalages dans la production des coupes enfin, des plans en élévation. On a donc intégralement repensé les protocoles d'acquisition, y compris pour les élévations, pour réussir, dans le cadre de ces protocoles d'acquisition, d'obtenir des élévations propres destinées à être calculées sous Micmac dans les façons les plus précises possibles. Ça nous a permis d'obtenir cette fois des élévations d'édifices tout à fait satisfaisantes, mais parfois encore avec des contraintes liées au terrain. Bon, je vous ai pris ici un exemple sur lequel on s'est retrouvé à faire des photos à contre-jour avec des arbres dans le dos à moins de 2 mètres des façades, qui nous a obligés de multiplier le nombre de photos à défaut de pouvoir prendre du recul. Donc plus de 140 photos pour une élévation sur un mur parfois remanié avec une précision inframillimétrique ici, qui était complètement inutile par rapport aux attendus d'un relevé d'archéologie du bâti. En réalité, ce protocole il est maintenant parfaitement mis en œuvre sur des chantiers d'archéologie du bâti, tels que les exemples ici en cours réalisés sur des projets d'archéologie préventive réalisés au sein de l'entreprise EVA, avec un nombre de clichés destinés aux acquisitions d'élévation limite à une trentaine de prises de vue, pour des précisions au pixel tout à fait suffisantes pour annoter directement et enregistrer directement les relevés du bâti sur le terrain et pour pouvoir attester, à nouveau, vous l'avez compris, systématiquement de nos hypothèses archéologiques. Donc le guide est basé sur plus de 5 années d'expérimentation en termes d'orthomosaïque horizontale et plus de 2 années d'expérimentation sur la production d'orthophotographie verticale et sur différents chantiers. Vous voyez ici que c'est sur la base de ces expérimentations que le guide que nous avons produit a été publié. Je vous en livre pour terminer très rapidement, je dirais un petit peu l'organisation et la structuration.
Il se compose d'abord d'une première partie théorique qui permet d'expliciter à destination de nos collègues et de nos étudiants les conditions d'acquisition que l'on peut recommander pour la production de ces orthomosaïques, depuis certains éléments de définition, de concept, pour ensuite rentrer dans le traitement. Alors, bien entendu, vous connaissez ici tout ce micmac. Ce qui fait la plupart du temps peur à nos collègues, c'est le fonctionnement en ligne de commande. Et je dirais, on a choisi pour ce guide d'expliciter intégralement la totalité des lignes de commande utilisées, leurs fonctions, les paramètres, pourquoi est-ce qu'on recommande tel paramètre dans telle condition, et d'adjoindre à ce guide, à chaque description de chaque ligne de commande, une page vierge de prise de notes pour que nos collègues sur le terrain puissent annoter, enregistrer leurs difficultés, les partager avec d'autres si besoin. La même chose a été réalisée pour la production d'orthophotographie en élévation. Et puis une quatrième partie est destinée à quelques recommandations sur l'archivage et la sauvegarde des données de photogrammétrie pour nos collègues. Certes, on a pensé à la réalisation d'un ouvrage papier destiné à aller sur le terrain, c'est-à-dire en papier imperméable, imputrescible, indéchirable, annotable avec des pages de notes à l'intérieur, plastifié, je vous l'ai dit, mais également, on le voulait dans ces démarches d'open edition, pouvoir proposer ce guide de photogrammétrie en version open. Donc, il est publié directement sur les presses universitaires de Franche-Comté en version open edition book, parfaitement accessible en accès ouvert. Je vous ai mis ici les liens d'accès et traduit en anglais, comme on a pu en rappeler l'importance dans les premières communications hier. Voilà, je tenais encore à vous remercier tous ici de la richesse de vos travaux qui nous ont permis de conduire à la production de ce guide à destination de nos collègues archéologues. Et j'espère que ce réseau du consortium 3D permettra la diffusion encore plus large de ces recommandations dont vous êtes à l'origine. Merci.